Oui, je vais me présenter. Donc, c'est à moi de faire avancer les slides. Hop, voilà. Donc, je me présente, Marc-André Merlet. Moi, je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Equance, dont la marque est fraîchement créée depuis début 2021. Equance, c'est le regroupement en fait en France, deux entreprises du secteur B2B de Engie. Le secteur B2B, c'est ceux qui travaillent pour tout le monde, sauf pour le particulier. L'entreprise Ineo, l'entreprise Axima, que peut-être certains connaissent, qui font partie de Engie, sont regroupés dans une structure qui s'appelle Equance. Et cette structure a pour but de se séparer de Engie, a pour objectif, on va dire, de se séparer de Engie à la fin de cette année pour être rachetée par une entreprise qui souhaite investir dans ce milieu de la performance énergétique, dans ce milieu du génie électrique, du génie climatique. Aujourd'hui, notre groupe détenteur, Engie, est en discussion avec Bouygues pour le rachat de cette entité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on pilote principalement les activités du génie électrique, du génie climatique. On est aujourd'hui environ 27 000 collaborateurs en France, mais 74 000 dans le monde. On essaye d'être le plus pertinent et le plus apporteur de solutions et d'idées nouvelles sur nos domaines de compétences qui sont donc les consommateurs essentiellement actifs du bâtiment, auprès de tous ceux qui conçoivent donc ces bâtiments et qui les livrent, et donc aussi essayer de faire du mieux possible pour que les précédents intervenants puissent mettre en œuvre leur solution de réception sur nos installations. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de Equance, donc on a le génie électrique et le génie climatique dans nos activités, la ventilation, le chaud, le froid, l'éclairage, tout ce qui se trouve, excusez-moi, tout ce qui se trouve en fait utile pour la vie dans le bâtiment, plus les réseaux, la connexion. Toutes ces choses-là, on est en capacité de proposer des solutions, de les étudier, de les installer, de les mettre en service, bien entendu, et ensuite de les suivre, plus de les maintenir et de passer en exploitation pour rendre le meilleur service au bâtiment et assurer aussi les résultats qu'auront pu constater les précédents intervenants, assurer que dans le temps, ces résultats ne se démentent pas. Donc voilà. Donc, comme le disaient ceux qui sont passés avant moi, Xavier a une habitude de proposer un questionnement. Et ce questionnement, je l'y ai réfléchi. Et comme bien souvent, dans notre métier, quand on nous consulte, c'est parfois que la conception est déjà pensée. On nous consulte sur des solutions qui sont déjà identifiées, mais pas forcément les plus pertinentes. Et donc, parfois, on discute avec nos clients, avec nos maîtres d'ouvrage, avec les maîtrises d'œuvre, avec les bureaux d'études qui sont nos partenaires. Et on arrive sur des sur des positions un peu étonnantes quant à leur idée préconçue ou leur idée de base de savoir sur quoi on peut agir. Donc voilà, Xavier, j'ai proposé ce questionnement. Que tu as, Marc-André, donc il y a une question, c'est quels sont les périmètres sur lesquels peut intervenir Equance, C'est ça. membre du CERS,
la conception, les approvisionnements, la construction, le financement. Bon, je ne sais pas si vous connaissez tous ces coins. On va projeter. Voilà, c'est en train de voter. Ça a voté d'ailleurs. Benjamin, Ça a voté déjà. on va présenter les résultats. On dit surtout, est-ce que c'était exact, Marc-André? Oh, bah écoute, là, je ne sais pas s'ils sont encore 120, mais je crois qu'ils sont super forts. Parce que c'est rare que j'ai ce résultat-là. Dans le sens où, bien souvent, les intégrateurs de solutions tels que nous, du génie électrique ou du génie climatique, ou les deux, on est bien souvent considérés comme des gens apportant le service de l'installation, mais pas souvent le service de la conception. Et il se trouve que là, les résultats sont très étonnants et très satisfaisants, hein, Xavier. Moi, je suis ravi de ces résultats-là parce que l'assemblée que tu as réunie autour de ce thème de la RE 2020 et de la réception, eh bien, cette assemblée-là, elle partage mon point de vue. Mon Marc-André, point de juste vue, pour c'est le te suivant. préciser, il reste 10 minutes pour C'est la vrai? présentation. Alors là, on va Oui, accélérer un petit peu. tu as beau Excuse-moi. être à distance, pour nous, le temps est compté. Donc, allez, on va à l'essentiel. Je te laisse Oui, on avancer. va à l'essentiel. Oui, on va à l'essentiel, promis. Donc oui, je partage votre avis à tous. C'est que aujourd'hui, par exemple, chez Equance, on a cette chance-là aussi avec le regroupement d'Ineo et d'Axima. On était un peu complémentaires, en fait. On est un peu complémentaires, on ne le savait pas forcément. Il y a des services, aussi bien dans une entreprise que dans l'autre, qui n'existent pas forcément. Et la complétude des deux fait qu'on est en capacité de produire du conseil par nos énergéticiens. On est en capacité, par les directions générales des achats, d'être en mesure de, comment dire, apporter des solutions de recherche et de fourniture d'équipements qui parfois, par exemple dans le contexte d'aujourd'hui, posent des problèmes sur la ressource, mais aussi peuvent, dans une situation normale, être intéressants pour avoir le meilleur prix. Le meilleur prix, la meilleure qualité du matériel. Pas forcément le matériel le moins cher. Allez, Marc-André, on va commencer à avancer. Avance sur les diapos. Franchement, il faut aller sur les diapos de contenu. Oui, au-delà de ça, donc on va aller sur l'installation et les marchés globaux de performance. Donc, en ce qui concerne le rappel des enjeux de la RE 2020, bon, les précédents intervenants ont beaucoup causé de ça et je partage à peu près tout ce qu'ils ont dit. Par contre, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le secteur du tertiaire va être touché par cette RE 2020 parce que les arrêtés permettant de définir les exigences et la méthode sont en cours de parution. Il y en a un qui est sorti au 1er mars qui concerne les exigences. La méthode est à venir, mais il faut savoir quand même que le secteur de la construction, c'est quand même 46% de l'énergie consommée en France. Et l'exploitation des bâtiments du tertiaire, c'est quand même 19% des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a une chose qu'il faut dire, je pense, de base, c'est que la problématique aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on sait, il est dû à des émissions de gaz à effet de serre qui posent des problèmes dans la couche atmosphérique et qui permettent plus de rayonnement solaire pénétrant. Il se trouve que si on avait la solution de produire de l'énergie entièrement décarbonée, bon, on pourrait consommer autant qu'on veut. Ça ne poserait aucun problème au climat. Aujourd'hui, on n'a pas ces solutions-là. Donc, la performance énergétique, c'est le seul levier sur lequel on peut agir aujourd'hui de façon certaine pour diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. On a encore besoin de beaucoup de sauts technologiques pour produire de l'énergie complètement décarbonée. Et donc, du coup, par conséquent, ce principe, cette réflexion, elle existe depuis le début des années 2000 et même avant.
en France comme en Europe, comme à l'étranger. Donc, cette réflexion, elle a engagé plusieurs productions de normes, de réglementations. Comme je vous l'ai mis là, c'est les principales. Hein. Évidemment, je ne suis pas remonté sur la RT 2005, sur la RT 2012, qui pourrait en faire partie. Mais en 2015, par exemple, on avait ce sujet de l'énergie positive. Alors, sur la RE 2020, il a, comment dire, un peu été, réduit, dans le sens où la partie énergie positive n'est pas mise en avant. Par contre, les énergies nouvelles et renouvelables vont intégrer, on va le voir derrière, par les coefficients. Et donc, du coup, vous avez aussi la loi Elan. La loi Elan, essentiellement, comme on parlait tout à l'heure avec Xavier, parce qu'on s'est vu 2-3 fois sur un sujet précédent qui est le dispositif éco-énergie tertiaire. Sur la loi Elan, vous avez des articles qui traitent du logement, bien sûr, mais aussi du secteur tertiaire, par l'article 175, par exemple, qui demande à tout le secteur du tertiaire de faire 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Il y a une chose importante aussi qu'il faut dire, c'est que toutes les constructions neuves vont être touchées par ce dispositif. Donc, on parlait tout à l'heure des études RE 2020 ou RT 2012 qui donnent des résultats, mais qui ne sont pas toujours vérifiés dans les faits, qui ne sont pas toujours vérifiés en exploitation parce que les conditions de fonctionnement ne sont pas les mêmes que celles qui ont été prises pour l'étude qui a été réalisée. Et bien ça, par exemple, le dispositif éco-énergie tertiaire va, contrôler ça. Mais contrôler sur facture. Parce que ce n'est plus une étude, ce n'est plus un papier, c'est ce que ça consomme. Il y a une plateforme numérique qui s'appelle Opérate qui va être créée. Et bien sur cette plateforme, on va remonter toutes les années les consommations du secteur tertiaire. Et même les bâtiments neufs sont assujettis à ça. Et donc, par conséquent, un bâtiment construit sous la RE 2020, eh bien, il sortira avec un niveau de label, un niveau de consommation établi, mais il sera contrôlé sur facture tout au long de sa vie. Et ça, c'est le secteur du tertiaire. Donc, je continue, Xavier. Donc, sur la nouvelle réglementation, on va pouvoir considérer que elle reprend essentiellement, on va dire, les paramètres de la RT 2012. Mais pourquoi il y a eu cette nouvelle réglementation? Cette nouvelle réglementation, en fait, elle n'est plus réglementation thermique, elle est réglementation environnementale. Donc, du coup, ça veut dire qu'on intègre, peut-être ça a été cité précédemment, hein, je n'ai pas tout écouté sur mes présentants intervenants, mais elle intègre une sensibilité, un volet climat. Un volet climat, un volet comment, sur les aspects construction, sur l'aspect de la vie du bâtiment, de l'exploitation du bâtiment, comment on va consommer et comment on va éviter la production de gaz à effet de serre ou la réduire du mieux qu'on peut. Donc, ça se mesure sur le cycle de vie, bien sûr, du bâtiment, mais ça se mesure aussi sur les choix, les matériaux de construction qu'on va sélectionner pour avoir cette bâtisse, pour avoir ce logement, parce que si c'est un logement, ça peut être un logement, ça peut être un logement collectif, un bâtiment, ou ça peut être le secteur tertiaire qui sera concerné. Donc, bien entendu, les réglementations arrivent à partir de maintenant, on va dire. L'amélioration de la performance énergétique aussi, c'est important. Par rapport à la RT 2012, on a en fait les services de l'État ont un peu amélioré, ont poussé un peu plus les exigences de cette performance énergétique en caractérisant un peu plus de façon exigeante l'aspect conception bâtimentaire, l'aspect isolation, l'aspect aussi traitement de l'irradiation solaire, que ce soit en hiver comme en été, pour profiter du rayonnement en hiver, mais aussi se protéger du rayonnement en été. Donc, avoir, par exemple, dans le secteur du tertiaire, on a cette réglementation qui s'appelle le BACS, le Building Operating Control System,
qui va aussi participer à ça, dans le sens où on va agir sur les consommateurs actifs et passifs du bâtiment, les passifs étant plus ceux qui font consommer, les consommateurs actifs, enfin ceux qui font consommer, les consommateurs actifs étant ceux qui font partie du CVC, de l'ECS, de l'éclairage. Donc une fois, Marc-André, il oui, faut faire attention au temps, hein. Je te laisse avancer. j'ai presque fini. Il me reste encore un peu de temps. Non, ils ont fait la moitié des diapos, donc voilà. Ouais, d'accord. Vas-y. Je vais passer sur les deux autres aspects qui sont moins importants. La construction du bâtiment, alors adapté aux conditions climatiques, oui. Alors en fait, c'est un sujet dont je parle avec les services de l'État parfois, mais alors depuis très longtemps. Parce qu'on ne peut pas construire de la même façon au nord de la France qu'au sud. On ne peut pas choisir les mêmes matériaux, par exemple les matériels à inertie. On ne peut pas choisir des matériels à inertie de la même façon au nord que dans le sud. Pour les mêmes raisons, comment dire, la valeur climat n'est pas la même dans le sud que dans le nord, et donc les constructions ne doivent pas être les mêmes. Et ça doit être pris en compte de façon de plus en plus importante. Donc voilà un petit récap. Peut-être vous en avez déjà parlé avant et c'est pour ça que je vais passer assez vite là-dessus. Un petit récap de ce qui est le trend de la RE 2020. Donc, on a commencé à recevoir les textes de la RE 2020 en 2021, à l'été 2021. Et vous voyez, tout au fur et à mesure, il y a des jalons qui permettent d'avancer dans les décrets, dans la réglementation, dans les arrêtés qui fixent les valeurs d'exigence. Excusez-moi, je vais fermer ça. Peut-être ça va marcher mieux. Et donc, du coup, cette partie tertiaire, elle arrive à partir de maintenant. Le 1er mars, donc nous avons l'arrêté exigence de valeur de référence qui est sorti. Donc, on va avancer aussi. Il y a l'arrêté méthode qui devrait sortir, enfin, la modification de l'arrêté méthode qui nous en dira plus sur la partie mise en œuvre de la RE 2020 dans le secteur du tertiaire. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur la RT 2012, nous avions des usages qui étaient au nombre de 5. Il y avait le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, la production d'eau chaude sanitaire, bien entendu, comme on a parlé tout à l'heure, pardon. Les auxiliaires, alors les auxiliaires, hein, bon, c'est tout ce qui peut servir au fonctionnement du bâtiment pour permettre sa vie à l'intérieur. Ces 5 usages, ils sont reconduits sur la RT 2020. On le verra après, ils sont reconduits, mais avec certaines sensibilités, dans le sens où il y a je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire après, alors je le dis maintenant, dans le sens où le refroidissement n'était pas essentiel, n'était pas imposé. Et donc, du coup, sur la RT 2012, on pouvait habiter dans le sud de la France et cuire. Ça ne posait pas de problème. Par contre, sur la RE 2020, il n'en sera pas de même. Dans le sens où si les constructeurs ne prennent pas en compte cette variable d'ajustement climatique qui est les degrés en excédent, eh bien, une valeur forfaitaire sera intégrée au calcul de la RE pour valoriser son coefficient de performance. Et donc, du coup, tout le monde a intérêt, finalement, à maintenant, intégrer cette notion de vie, de confort dans le bâtiment, que ce soit en hiver comme en été. En hiver, on doit avoir une certaine température pour être bien. Et ben, en été, c'est un peu pareil. Alors, on ne doit pas non plus être très exigeant, parce que plus on est exigeant et plus on va consommer, dans tous les cas. Parce que la variation climatique, elle existera tout le temps. Par contre, les températures peuvent être quand même régulées autour d'un seuil tolérable. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les modes de calcul qui sont intégrés dans la RE 2020 sont sensiblement les mêmes que ceux qui sont existants dans la RT 2012 en très grande majorité. Seul
sur la RE 2020, vont être intégrées différentes notions de surface. Une surface habitable qui va prendre en compte d'autres surfaces que les surfaces que l'on connaissait précédemment. De la même façon, dans le tertiaire, nous aurons la surface utile. La surface utile qui peut intégrer aussi des zones couvertes, des zones type, par exemple, des parkings en sous-sol, des choses comme ça, qui vont intégrer une proportion de ces zones-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la RE 2020 va intégrer aussi tous les moyens de transport qui sont existants et qui sont nécessaires au transport des habitants. S'il y a des ascenseurs, s'il y a des escalators, eh bien, tout ça, ça va être pris en compte, ça ne l'était pas avant. Je vous disais, hein, pour les parkings, les consommations qui sont dans ces parkings vont être intégrées. Elles vont être intégrées en termes d'éclairage, en termes de ventilation. Alors, c'est rare qu'on chauffe un parking, donc il n'y a pas de raison qu'on se mette à penser ça. Les parties communes, par exemple, sur le collectif, les parties communes vont être intégrées. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, du coup, voilà. Donc, vous avez aussi, je vais essayer de passer un peu rapidement sur ces sujets-là, mais les scénarios climatiques vont être un peu mis à jour, dans le sens où on va intégrer, enfin, l'ARE 2020 intègre des scénarios canicules qui n'étaient pas exactement ceux-là d'avant. Les modifications d'années de référence, quelques centrales météo qui sont un peu plus adaptées à cette réglementation environnementale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le coefficient de transformation d'énergie finale en énergie primaire de l'électricité venant du réseau donc va passer de 2,58 à 2,35, ce qui va avoir pour effet en fait de promouvoir les solutions plus utilisant de l'électricité. Le refroidissement, donc forcément, il est pris en compte de deux façons. Soit le bureau d'études, soit la maîtrise d'œuvre, soit l'intégrateur de solutions tel que nous intégrons directement les valeurs de calcul projetées, modélisées de climatisation ou de rafraîchissement. J'entends dans le sens où on peut imaginer mettre en place des puits provençaux, des puits canadiens, des systèmes de traitement, enfin de rafraîchissement d'air par voie naturelle, ce qui peut être efficace aussi dans bien des cas, surtout dans le logement individuel. Ne soyons pas systématiquement sur de la climatisation dans le logement individuel, c'est une erreur, ça. Quoi qu'il en soit, donc voilà, et si ce n'est pas pris dans le calcul, eh bien, ce rafraîchissement, ce refroidissement sera évalué avec une valeur forfaitaire qui est déjà définie dans la RE 2020. Et donc voilà, donc sinon après, je vous ai expliqué la plupart des choses. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en termes de performance énergétique, la RE 2020 s'est fixé des objectifs. Elle s'est fixé déjà un objectif très important, c'est que la constitution bâtimentaire, l'enveloppe du bâtiment, et c'est là que je vous disais que c'était important de bien choisir sa conception en fonction de sa région. On ne construit pas pareil dans le nord que dans le sud. Et ça, il faut y penser. Il faut arrêter d'avoir même les mêmes logements dans le nord que dans le sud. Eh bien ça va être pris en compte parce qu'ils ont augmenté la performance énergétique de du bâtiment RE 2020 de 30%. Et ça, c'est pas rien. Dans la conception bâtimentaire, on va devoir faire attention à l'inertie en fonction de la chaleur ou du froid. Le matériel à inertie est plus difficile à chauffer. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de le mettre dans le sud que dans le nord? Peut-être que le matériel isolant, il est plus difficile il est plus facile à chauffer. Il retient mieux les thermies. Utilisons beaucoup ça dans le nord, peut-être un peu moins dans le sud. Prenons en compte ces variations climatiques et peut-être aussi l'évolution du climat dans les années à venir. Parce que les bâtiments qui sont construits aujourd'hui seront là demain aussi. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que principalement, les énergies les moins carbonées seront mises en avant et seront, pas bénéficiées, mais valorisées, mieux valorisées.
Donc, en 2022, on a eu les maisons individuelles. En 2025, nous aurons les logements qui seront assujettis à ces barrières-là, à ces prises en compte-là. La chaleur renouvelable, bon, vous voyez les trends et les jalons de la RE 2020. Cette chaleur renouvelable, elle sera, je pense, il sera intéressant d'évaluer les biomasses telles que le bois ou ses composantes modifiées comme le pellet ou choses comme ça. Donc voilà, donc les indicateurs de performance énergétique. Donc, on en a parlé, le BBio. Le BBio, c'est la conception du bâtiment. C'est les équipements qu'on prend en compte pour réaliser cet équipement. Au-delà du changement climatique et de l'impact carbone de choix de ces équipements, eh bien, il va falloir aussi percevoir, comprendre comment fonctionne le bâtiment, où est-ce qu'il est implanté pour bien choisir sa conception et ses constituants. Donc ça, ce sera mis en valeur par le BBio. Vous avez donc le nouvel indice qui permet d'évaluer le bilan carbone sur le cycle de vie complet du bâtiment, le bilan carbone de ce bâtiment. Vous aurez des seuils autorisés ou non autorisés. Donc, il faudra se conformer à ça. Plus une évaluation sur le cycle de vie du bâtiment qui est prise en compte aujourd'hui à 50 ans. Vous avez un CEP-ENR. Alors, la consommation en énergie primaire non renouvelable, c'est le coefficient de consommation qui est rajouté à la RE 2020, qui n'existait pas sur la RT 2012. Ce coefficient d'énergie primaire non renouvelable, eh bien, comme il est indiqué, il compte toutes les consommations qui ne vont pas venir de production d'énergie renouvelable et ce seuil sera un seuil à verrouiller et auquel il faudra faire attention pour ne pas le dépasser. Sachant que vous auriez toujours la consommation en énergie primaire. Et là, en énergie primaire, on ne prendra en compte que les consommations venant du réseau ou livrées sur site. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a un problème de réchauffement climatique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le vecteur essentiel de ce réchauffement climatique, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est qu'il nous faut plusieurs sauts technologiques importants pour arriver à produire de l'énergie ne produisant pas de gaz à effet de serre. On a des idées, il y a des pistes, il y a des énergies qui existent aujourd'hui, des sources d'énergie qui existent aujourd'hui, qui peuvent être produites sans ou avec peu d'émissions de gaz à effet de serre, mais on n'a pas les sauts technologiques aujourd'hui, les moyens techniques de faire ça. Donc, du coup, la seule façon d'arriver à diminuer cette production de gaz à effet de serre, c'est d'agir sur la performance énergétique de façon très significative. Et donc, dans ce cadre-là, dans les années à venir, en plus avec le prix de l'énergie, les temps de retour sur investissement de ces moyens, de ces habitations, de ces bâtiments, de ces améliorations aussi, hein, parce qu'on peut parler de la rénovation, tout ça, tous ces moyens-là vont avoir une rentabilité, parce que le prix du kilowattheure aujourd'hui ne sera pas du tout le même que celui de dans 5 ans ou 10 ans, et de façon encore plus importante après. Et du coup, eh bien, moins on va consommer, moins nos charges d'exploitation seront importantes, et plus on aura de facilité à fonctionner. À côté de ça, il y a la partie réseau, mais au fur et à mesure, comme je vous parlais d'exotechnologies, les énergies renouvelables vont s'améliorer. Il va y en avoir de nouvelles qui vont arriver. Et du coup, tout ça, ça va nous permettre d'avoir un mix plus équilibré entre énergie fossile, dont la source est énergie fossile, et énergie décarbonée. Voilà, Marc-André, ça sera du coup oui. le mot de la fin. Là. Merci à toi pour
cette présentation, là, de cette transition sur effectivement ce meilleur équilibrage, parce qu'on est pris par le temps. J'ose pas te poser une question. Il n'y a pas de question? Déjà, on a passé un peu de temps, mais c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous.